C'est un beau week-end que nous vivons, c'est un beau week-end que nous partageons. Bienvenue à Montaigu, nous sommes en Vendée. C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu, présidée par Didier Decoing de l'Académie Goncourt. 150 auteurs réunis ici en Vendée, tous styles, tous genres, toutes générations confondues. Et l'occasion de faire de belles rencontres ici sur le bateau des escales littéraires. Les escales littéraires qui vous sont proposées par Web TV Culture en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. Voilà deux auteurs qui aiment vous faire peur, qui aiment vous faire rater vos nuits et qui aiment vous faire frissonner. Le tout frisson du suspense. Merci Angelina Delcroix d'avoir répondu à notre invitation. Votre actualité, c'est la Fabrique du Mal. Vous allez nous raconter un petit peu les bas-fonds de Marseille. On va revenir sur votre nouveau roman dans un instant. Merci également d'être notre invité, Joseph Massescaron, avec ce livre qui a été en lice, en compétition pour le prix Ouest et qui a fait débat autour de la table des délibérations. On va reparler de ce livre, on va parler de l'écriture, mais je veux bien que nous plongions tout de suite dans ce livre, Joseph Massescaron. Là, avec vous, on part du côté de Lyon, avec des restes humains qui sont découverts de façon un peu inattendue. Et c'est une histoire assez terrifiante que vous allez nous confier. Pourquoi le décor, pourquoi le cadre de cette ville de Lyon? Alors le décor est quelque chose pour moi d'important, c'est-à-dire pour les autres, c'est le 4e opus des aventures ce sont des héros récurrents. Une femme qui s'appelle Paul Niersen. Alors maintenant je peux le dire, Paul Niersen, c'est un anagramme d'Arsène Lupin, puisque ça a été écrit. Donc Paul Niersen et un ami d'enfance qui est un capitaine de gendarmerie dont le nom est Guillaume Lassier. C'est le 4e volet de leurs aventures. Alors pourquoi ça se passe à Lyon? Ça se passe à Lyon parce que pour moi, le lieu est extrêmement important pour donner l'atmosphère générale. Et puis de formation, je suis historien et géographe et j'ai un vrai plaisir, en plus quand j'écris un roman policier, c'est, comment dire, c'est un défi pour moi de faire connaître, même à des gens qui sont nés là-bas, qui connaissent l'endroit, de leur faire connaître et de leur dire ça, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Et pardon, mais par exemple, pour celui-ci qui se passe à Lyon, d'ailleurs, j'ai eu un petit encart du Progrès au moment puisque je suis allé au quai du Polar, et le Progrès disait, on a l'impression qu'il est lyonnais, il n'est pas lyonnais, allez le voir et essayez de le coller. Et pardon hein, de ce que je vais dire, mais j'ai collé les Lyonnais, vraiment. Je leur ai fait connaître des endroits, ils disaient, ah, je savais pas, non, j'avais pas vu. Voilà, bon, c'est pas... Alors pourquoi Lyon? Lyon, le thème central est remplacé. Je pars toujours de faits vrais dans mes romans policiers. Le fait vrai, c'est que vous avez à peu près 40 000 personnes qui en permanence se cherchent sur les réseaux sociaux, sur Reddit, sur Facebook, sur Instagram, tout ce que vous voulez. Il y a des pages entières, des sites qui sont consacrés à ça. Les personnes se cherchent des sosies. Et ça vous parlez comme maladie mentale, bien sûr, extrêmement contemporaine. Il se cherche des sosies. Et tout le thème du livre est autour de la question du double, du sosie, du jumeau, du double diabolique. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, je me suis dit, mais où est-ce que je vais camper cette aventure? Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Lyon, où, comme journaliste, j'y allais depuis des années. Pourquoi Lyon? Parce que Lyon est une ville que moi j'ai toujours vécu à la fois comme une ville extrêmement immobile, mais extrêmement éruptive. C'est ce que raconte son histoire, que l'on connaît très très mal en France. Hein. Au passage, par 2 fois, Lyon a failli être la capitale de la France, par 2 fois, dans son histoire. Là, le visage de la France aurait totalement changé. Et puis, Lyon, comme vous le savez, est enserré par deux cours d'eau, la Saône et le Rhône. Ensuite, il y a 2 collines à Lyon, c'est très connu, la colline où l'on prie, Fourvière, et la colline où l'on travaille, la Croix-Rousse, les Canuts, toute cette histoire-là. Et puis, il y a aussi un autre élément de Lyon, c'est deux réseaux qui, depuis des décennies, luttent l'un contre l'autre, la franc-maçonnerie et le catholicisme. Et enfin, le dernier point, c'est que vous avez un Lyon qui est un Lyon officiel, avec les maisons, le Lyon du dessus, je dirais. Et vous avez également, et ça on connaît depuis pas beaucoup de temps, depuis à peu près une quinzaine d'années, le Lyon des catacombes. Car il y a un Lyon des catacombes qui est aussi riche, peut-être même plus, que celui de Paris. Voilà donc pourquoi Lyon, parce que pour moi,
c'est une ville à double visage. Et on peut dire que Lyon est un personnage à part entière, parce que tout ce que vous venez d'évoquer en parlant de la ville de Lyon, et notamment les catacombes, etc., ce sont des choses que l'on retrouve à certains moments de votre histoire. Je fais juste une petite parenthèse, Joseph, pour rappeler pourquoi vous étiez dans le Prix Ouest, puisque vous nous l'expliquez, le roman se passe à Lyon, donc très loin de cette Vendée où nous sommes ce week-end. Pour concourir dans le Prix Ouest, il faut soit avoir une intrigue dans son roman, une intrigue qui se passe dans le Grand Ouest de la France, ou être un auteur ou une autrice qui a des attaches régionales. Et ce qui est votre cas, puisque je crois que vous êtes installé vous vivez en partie du côté des Mauges, hein, alors c'est ça doublement, à l'origine, je suis normand, Mhm. Étretat, et j'ai été accueilli, et formidablement accueilli, depuis maintenant 4 ans, en effet. Alors pas dans les Mauges, dans le Beaujois, à Beaugé-en-Anjou. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des éléments de l'histoire des Mauges et de l'histoire des Beaujois qui se rattachent, notamment tout ce qui est le sourire vendéen, par exemple. Mais ça veut dire que vous faites partie de ce Grand Ouest, ce qui justifiait que vous soyez dans cette sélection du Prix Ouest. Lorsque vous faites le choix de planter votre décor à Lyon, et aujourd'hui que vous allez présenter votre livre à Lyon, alors vous l'expliquez, vous avez un peu scotché les Lyonnais, mais vous donnez aussi une vision de leur ville qui est assez terrifiante par rapport à l'intrigue que vous campez sur place. Que vous a-t-on dit? Quels sont les retours que vous avez pu avoir? Alors, ce sont par exemple, ce qui terrifie souvent, ce sont des quartiers. Et alors, j'ai eu toujours cette forme de réaction. C'est très bien la manière dont vous décrivez les autres professions, les autres quartiers, car jamais les personnes elles-mêmes se sentent visées. Et d'ailleurs, en règle générale, quand vous écrivez un roman policier, moi, ce qui me frappe depuis le début, puisque tous mes romans policiers sont extrêmement enracinés dans un lieu, on ne se voit jamais. Mais en revanche, on voit très bien l'autre. Ça ne pose aucun problème. Et donc, on a une certaine satisfaction en disant « Ah ah, celui-là, alors là, vous ne l'avez pas raté. Hein, voilà. » Mais alors, soi-même, on ne se voit pas du tout. Je vais revenir vers vous dans un instant parce qu'on va parler aussi de l'écriture que vous adoptiez. On va parler aussi de votre binôme, de duo d'enquêteurs qui intervient sur cette histoire. Angelina Delcroix, on parlait de Lyon. Vous placez votre intrigue dans un autre décor, loin de la Vendée, certes, un peu moins loin de Lyon, puisque vous nous emmenez du côté de Marseille. Alors, est-ce un thriller? Est-ce une histoire sociétale? Vous allez nous expliquer un peu ça, mais en tout cas, nous sommes dans ces quartiers dits difficiles de Marseille, et c'est une histoire particulièrement sinistre que vous allez nous raconter. Pourquoi votre envie d'emmener votre lecteur dans ces bas-fonds marseillais? Eh ben, en fait, le point de départ de cette intrigue, c'était en octobre 2024, quand j'ai appris que l'auteur d'un crime terrible, en fait, la personne qui avait froidement abattu un chauffeur de VTC à Marseille, était un adolescent de 14 ans. Et à ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'étais dans ma voiture, mes enfants venaient juste de descendre pour aller à leurs activités et je les voyais s'éloigner en rigolant. Et en fait, il y a eu quelque chose qui refusait de s'inscrire dans mon esprit, une espèce de choc et beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup. Et je me suis dit, il faut que je me renseigne sur ce sujet-là. Et là, je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'un fait divers abominable. En fait, c'était un phénomène qui était en train de s'installer en France et dans toute l'Europe. Et la question qui est le fil rouge de votre roman, c'est comment, quand on est encore dans l'adolescence, 14 ans, 15 ans, comment peut-on se retrouver déjà à tuer un être humain? Donc c'est un adolescent qui avait été recruté par les narcotrafiquants pour aller éliminer une cible. Donc oui, tout ce que je mets dans mon roman, c'est... j'essaye d'expliquer les failles, en fait, les failles dans notre jeunesse, les failles psychologiques et toutes les défaillances qu'il peut y avoir autour de l'accompagnement des jeunes, de l'éducation, de la société, qui peut les amener un jour à se dire, pour quelques milliers d'euros, ok, je vais aller appuyer sur la gâchette. Oui. Alors c'est bien pour ça que j'hésitais à présenter votre livre comme un thriller ou un roman sociétal, parce que même si vous employez les codes du thriller, du roman à suspense, de l'intrigue, c'est bien un visage, une peinture de la société que vous avez envie de nous montrer. Ah oui, là j'avais vraiment envie de parler de ce phénomène, puisque je me suis rendu compte de l'ampleur que ça prenait et de la vitesse à laquelle ça allait. Là, il y a une enquête Europol qui est ouverte depuis avril 2025. Il y a déjà 260 personnes qui ont été interpellées. Il y a 11 pays d'Europe qui sont dans le groupe opérationnel de cette enquête. Donc oui, j'ai eu envie d'exposer ça pour essayer au-delà du divertissement, pour essayer d'ouvrir un peu le regard des lecteurs sur ce qui nous entoure. Présentation du personnage de ce jeune garçon qu'on va suivre, Oscan, qui se retrouve embarqué malgré lui dans quelque chose qui va très vite le dépasser. Oscan, c'est un adolescent de 15 ans. Il habite dans le 13e arrondissement de Marseille.
Alors, c'est un peu la solitude qu'il le décrit depuis qu'il est tout petit. Il a perdu son père quand il avait 6 ans. Sa mère a été obligée de cumuler les travails pour qu'ils s'en sortent tous les deux. Donc, elle est très, très rarement présente au domicile. Lui a souffert de harcèlement au collège. Donc, vraiment, il s'est senti rejeté et extrêmement seul. Donc, un besoin d'appartenance qui est devenu très fort pour lui. Et il est contacté via les jeux vidéo. Son seul refuge, en fait, quand il est chez lui. Jouer aux jeux vidéo et apprendre à tuer pour gagner, en fait. Il est contacté par ce biais-là et il se dit que s'il pouvait gagner beaucoup d'argent juste, malheureusement, en allant tuer, il pourrait aussi aider sa mère à se soulager et à travailler un peu moins. Donc, il prend la décision un soir d'y aller. Vous nous le dites, le point de départ de cette écriture, c'est ce fait divers, entre guillemets, cet assassinat d'un chauffeur de VTC à Marseille. Vous faites, vous, le choix de placer aussi votre intrigue à Marseille. Est-ce à dire que Marseille est un cas isolé ou finalement cette histoire-là, auriez-vous pu la placer dans d'autres grandes villes françaises? Alors Marseille, c'est quand même l'endroit où le trafic de drogue est très développé et où, par exemple, le mois dernier, 47 mineurs ont été mis en examen dans ce cadre-là, dans le cadre de meurtre et de tentative d'homicide. Donc c'était un endroit pour moi qui s'y prêtait vraiment. Mais maintenant, on sait que la violence est devenue comme une prestation de service et qu'elle se propage sur tout le territoire. Donc c'est pas localisé à Marseille, mais c'est quand même là où ça se prêtait le plus. Vous avez pu avoir une appréhension justement à écrire sur cette ville de Marseille qui est à la fois tellement belle et tellement souvent montrée du doigt. Est-ce qu'il y a eu cette appréhension de vous dire mais comment les habitants, comment les Marseillais vont-ils recevoir mon livre? Oui, j'y ai pensé et du coup j'y vais mercredi soir pour la sortie du bouquin. Donc je vous dirai comment j'ai été reçue à Marseille mercredi. Pour le moment, vous n'avez pas eu encore de Pour retour? le moment, non. Bon, on vous souhaite le meilleur. Mais j'ai eu un très bel article dans la Provence et le journaliste est vraiment très heureux de cette intrigue. Donc voilà, je pense que l'accueil sera bon. On va revenir dans un instant parce que vous allez aussi nous expliquer comment vous avez construit votre intrigue, puisque c'est bel et bien un roman que vous employez au code du thriller et c'est aussi important de le rappeler. On n'est pas juste sur ce fait de société. Joseph Massescaron, vous nous avez planté le décor, vous nous avez expliqué. Alors le point de départ, on l'a dit, hein, ce sont ces cadavres qui sont retrouvés. Et vous faites le choix d'avoir ce binôme, ce duo d'enquêteurs, Guillaume Lassire et Paul Niersen. Ça apporte quoi pour le romancier que vous êtes d'avoir comme ça ces deux copains à faire vivre de façon régulière? Parce que j'ai un peu l'impression que ce sont devenus des amis au fil du temps. Qui sont-ils pour vous, ces deux enquêteurs? Alors, qui sont-ils? Alors d'abord, ce sont deux héros auxquels maintenant, on en parlait tout à l'heure, j'ai des difficultés à leur échapper. Voilà. Donc le conseil m'a été donné de rompre par Angelina. Momentanément. Oui, honnêtement, momentanément. Elle a dit il faut les envoyer en vacances. Un peu en vacances. Ça va être difficile parce que le quatrième, là, celui-ci, le remplacer. Il y a justement la fin, évidemment, l'enquête est résolue, mais il y a un suspense à la fin. Il y a un suspense final. Je suis parti parce que j'ai un esprit de contradiction. J'aime, comme beaucoup de personnes ici, bien sûr, j'aime les romans policiers, j'aime lire les thrillers. Et par rapport à, par exemple, des polars qui se passaient dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis, parfois, ou en Angleterre, surtout en Angleterre, j'étais contrarié par le fait que très souvent, la personne qui menait l'enquête était un homme. On peut faire d'ailleurs son portrait rapide. C'est un homme cabossé par la vie, il est trapu, on peut même le voir physiquement. Et comme j'ai un esprit de contradiction, et comme je suis un homme, et que le plus souvent d'ailleurs des romancières françaises qui écrivent mettent en scène des hommes, je me suis dit, non, ce que je veux évidemment, c'est que ce soit une femme qui mène l'enquête, elle qui est le lead. Et elle est aidée par un autre, Guillaume Lassire, qui est un capitaine de gendarmerie. Et en fait, ce binôme, il y a bien sûr une relation qui se tisse entre eux, et on ne sait pas on ne sait pas exactement quelle est la nature de leur relation. Il y a, tout le monde se tourne autour. Alors, évidemment, ce que je ne voulais absolument pas, c'est que ça se termine un peu comme les personnes qui ont un certain âge comme moi se souviennent de Madame est servie, peut-être, le feuilleton ou la série.
je ne voulais pas que ça se termine comme Madame est servie avec bon. Et je pense que j'ai résolu cette question avec le dernier, voilà, par une pirouette. Alors je précise, hein, il ne change pas de sexe, enfin, etc. Bon, bref. Mais je résous quand même, je résous ce défi. Et c'est d'autant plus un défi que de plus en plus souvent, c'est lorsque vous mettez en scène des héros récurrents, les lecteurs, et ils sont totalement légitimes, vous interpellent pour vous dire, bon alors, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Comment ça va se terminer? Et là, j'ai eu vraiment des débats, d'ailleurs entre une mère et une fille, et contrairement peut-être à ce qu'on pouvait penser, c'est la maman qui disait, bon là, il faut quand même qu'il conclue, quoi, c'est pas possible. Et la fille qui disait, ah mais non, je vois pas pourquoi. Je vois pas. Et ce qui est révélateur avec la jeune génération d'aujourd'hui, hein, vous savez mieux que moi. Bon. Et voilà. Donc, ce sont deux héros, et ce sont des héros qui me permettent en fait de mettre en scène deux parties de ma personnalité. Et évidemment, quand je dis que je traite du double, il y a deux héros, bien sûr. Et puis mon nom, c'est Massé Scarron. Donc, si j'avais pas traité du double et des deux héros, je serais passé à côté. Et alors l'histoire du double, il en est question tout au long du roman. Je me permets simplement de replanter le décor. On va trouver des os humains dans une sorte de poupée de chiffon. On va retrouver dans les catacombes, dans les souterrains de Lyon, on va retrouver des cadavres qui sont masqués. Oui. Et forcément, tout de suite, on retrouve cette thématique que vous aviez envie de développer. Comment, dans l'auteur de thriller, de polar que vous êtes, comment naît une intrigue comme celle-ci? Parce que quand on vous voit, vous avez l'air tout à fait normal. Comment peut-on imaginer une histoire aussi dingue? Quand on me voit. Alors, même chez moi, même mes enfants me demandent. C'est-à-dire d'où ça sort, d'où ça vient. Et je m'avance pas. Je suis sûr que pour Angelina, on lui pose exactement la même question que des personnes proches. Vous dire, mais alors, est-ce que c'est un exutoire? Même pas. C'est même pas un exutoire, en fait. C'est, à un moment donné, vous avez accumulé au fil de votre expérience un certain nombre de points, d'éléments. Ce sont comme des rues, comme des ruisseaux, et qui convergent vers un fleuve. Et ce fleuve va être un fleuve éditorial et qui va vous lancer dans une intrigue. C'est comme ça que ça se passe. Alors, franchement, je ne consulte pas, je ne consulte pas les faits divers. De toute façon, aujourd'hui, on ne consulte pas les faits divers. Les faits divers vous sautent à la gorge. Hein, vous avez parlé du jeune homme qui a 14 ans. Les faits divers nous sautent à la gorge. Et même quand vous ne voulez pas partir dans quelque chose qui est un élément agressif, sans le vouloir, parce que vous sentez très bien l'atmosphère du lieu, vous allez évidemment le traiter. Je prends juste l'exemple rapide de Lyon. Ce livre est paru en avril, le mois dernier. Et lorsque je l'ai écrit, je l'avais déjà rendu depuis un moment. Et après, c'est passé à Lyon, vous savez, cette fameuse affaire de la mort du jeune adolescent, du jeune homme qui était militant, qui s'appelait Quentin, voilà, qui a défrayé la chronique. Et il n'y avait rien de voulu. Je l'avais écrit avant. Et vraiment, je décris le Rix, je le décris. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous sentez également l'atmosphère, le lieu... Vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, quand on dit comment vous pouvez imaginer de telles choses, c'est que tout autour de nous, on sent bien que l'atmosphère est une atmosphère, en France, est une atmosphère électrique. Vous le sentez. C'est impossible de ne pas le sentir. Quand vous avez une sensibilité, nous avons une sensibilité, on le ressent, mais comme une éponge. Vraiment. Et c'est ça qui donne, en effet, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'expliquer. Initialement, pour tous les romans policiers que je fais, depuis le départ, je me pose une question, qui est vraiment une seule question. C'est, bien sûr, il y a des personnes qui ont une enfance, une adolescence extrêmement traumatisante et qui vivent des drames. C'est incontestable. Et c'est sûr que ces enfants ou ces adolescents, pour ne pas être accompagnés ou autres, peuvent basculer dans le mal. C'est personnellement ce que j'appelle le mal subi. Mais il y a aussi des personnes qui subissent les mêmes traumatismes, qui eux aussi ne sont pas accompagnés
et qui ne vont pas basculer dans le mal. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que l'on bascule dans le mal ou pas. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une obsession. Joseph Massescaron, vous qui êtes en parallèle de votre casquette de romancier, vous intervenez aussi régulièrement en tant que chroniqueur pour donner votre vision de la société, votre vision du monde. Vous parliez tout à l'heure d'exutoire. Est-ce que justement d'entraîner votre lecteur dans des zones aussi sombres que dans ce roman, c'est une façon peut-être de montrer ce qu'est la société, ou au contraire, c'est une façon de se dire, certes, la société peut être aussi comme ça, mais vous, en tant que lecteur, il y a peut-être moyen encore de faire des choses pour que la société ne sombre pas complètement. Est-ce qu'il y a, au-delà de l'écriture du romancier et puis du plaisir de lecture, parce que ça reste du divertissement, mais au sens noble du terme, est-ce qu'il y a aussi dans votre envie d'écriture que le lecteur s'empare de vos sujets pour se dire, j'ai peut-être aussi ma mission à jouer dans la société? Alors, comment dire, je n'ai pas je vous ai donné juste mon obsession, hein, l'élément, l'obsession. Je vais être extrêmement provocateur. C'est le lecteur de Bernanos, du romancier Bernanos qui parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je pense réellement que le malin murmure à l'oreille de tout le monde. Mais il y a des personnes qui l'écoutent ou qui ne l'écoutent pas. Ça, c'est mon fil conducteur, mon obsession. Maintenant, ce qui est bien dans le roman policier, c'est que vous pouvez décrire la société telle qu'elle est, sans que tout de suite, vous ne soyez pas rattrapé par le politiquement correct, peu importe d'où il vienne, le politiquement correct. Il y en a plein de politiquement corrects, il ne faut pas raconter d'histoire. Donc, moi j'écris des essais, honnêtement, j'en ai pris plein la tête, parce qu'on m'a dit, ouais, comment vous pouvez, enfin bon, bref. Alors que le polar, ce qui est bien avec le polar, c'est pas vous qui parlez, c'est le flic, l'assassin, la victime. Et c'est vrai qu'il y a toute une marchandise de contrebande que vous pouvez mettre dans la cale et faire partir après votre bateau en ayant décrit la société telle que vous la voyez. Alors, un jour, j'ai demandé à c'était pas longtemps, il y a quelques mois, quelque chose que bizarrement j'avais jamais demandé. J'ai demandé à des lecteurs de polar, parce que le lecteur de polar est un être singulier. Hein. D'abord, pour lire en moyenne 3 romans par mois, et je dis bien par mois, il faut déjà être quelqu'un d'extrêmement singulier. Donc, j'ai demandé à des lecteurs de polar qui étaient en face de moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans le polar? Et la réponse qui a été faite, il y a plusieurs personnes qui ont levé, qui m'ont dit, moi j'aime bien le polar parce que ça me rassure. J'ai fait, waouh! Comment arriver à cette réponse que le polar vous rassure? Et les personnes m'ont dit, c'est très simple. Vous commencez toujours par des éléments terribles, inquiétants, mais à la fin, il y a tout, d'une certaine manière, rentre dans l'ordre. Or, aujourd'hui, dans la société telle que nous la vivons, vous avez tous ces éléments terribles qui vous sautent au visage, mais il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Voilà. Vous savez, il y a un auteur qui a écrit, j'ai oublié son nom, désolé, il y a un auteur qui a écrit quelque chose sur ce qu'on appelle le cygne noir. Parfois, vous avez dans des couvées de cygnes blancs, vous ne savez pas pourquoi, apparaît un cygne noir. Et cet auteur est parti de là en disant, il y a des événements terribles ou surprenants qui peuvent arriver, ce sont les cygnes noirs. Eh bien, et il a écrit, il y a eu des débats là-dessus aux États-Unis sur la fréquence. Mais aujourd'hui, on a tous quand même un peu l'impression qu'on n'a que des couvées de cygnes noirs et pas un seul cygne blanc. Je me permets de reprendre un petit peu ce que vous exprimiez à l'instant, Joseph Massescaron, pour revenir vers vous, Angie de la Delcroix, puisqu'on l'a dit, le point de départ de votre roman, c'est ce jeune garçon, cet adolescent qui est embarqué dans le maelstrom du trafic de drogue à Marseille, donc fait de société s'il en est. Là aussi, dans votre envie d'écriture, est-ce qu'il y a le souhait d'interpeller le lecteur pour que le lecteur se dise, dans mon entourage, mes jeunes, mes enfants, mes ados peuvent être confrontés à ça? Est-ce qu'il y a aussi cette envie d'être un peu lanceur d'alerte par l'écriture? Alors oui, j'aime bien l'idée d'ouvrir un peu les fenêtres de perception de mes lecteurs sur ce qui nous entoure, d'avoir un regard un peu plus affûté et un peu plus juste. Et j'aimerais bien que ça puisse servir de prévention en fait. Europol a lancé une notice là pour noter les points de vigilance que les parents devraient
sur lesquels les parents devraient veiller, en fait, pour protéger notre jeunesse. J'aime cette idée-là, et je me dis qu'en fait, en l'intégrant ce sujet dans une intrigue et dans un thriller polar, on plonge vraiment le lecteur en profondeur. C'est pas juste un récit en fait d'un fait divers ou d'un phénomène. C'est vraiment le plonger avec les émotions des jeunes, les émotions des proches, parce que là, les mères sont quand même beaucoup mises en avant par rapport aux difficultés qu'elles ont avec leurs enfants et aux questions qu'elles se posent pour les aider. Donc il y a vraiment cette dimension d'intensité émotionnelle qui, je l'espère, va marquer le lecteur et va le pousser à se poser des questions. Ouais. Dans votre écriture, vous faites le choix du code du thriller. Pourquoi cette envie? C'est un goût personnel? C'est parce que le thriller vous semble l'écriture la plus appropriée pour transmettre justement les sujets que vous voulez aborder? Oui, je pense que ça embarque le lecteur, beaucoup plus qu'un autre genre pourrait le faire. En tout cas, c'est ce que mes lecteurs me rapportent régulièrement, c'est qu'ils se sentent tellement embarqués, qu'ils sont à fond dans l'histoire, qu'ils comprennent tout, en fait, tous les points de vue qui entourent le phénomène. Et je pense que ce genre littéraire permet une photo de notre société avec tout le côté divertissement et plaisir qu'on peut y prendre. Vous nous l'avez laissé entendre, cette histoire naît de ce fait divers, et je remets les guillemets dont vous avez pris connaissance, de ce chauffeur de taxi assassiné par un adolescent, ce qui vous a effrayé vis-à-vis de vos propres enfants. C'est un livre dans lequel on ne sort pas indemne, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très durs, très forts. Dans quel état d'esprit étiez-vous, vous, à l'écriture de ce livre? Alors moi, déjà, pendant les recherches, j'étais dans un état d'esprit... J'ai traversé beaucoup d'émotions. J'ai traversé de la tristesse pour notre jeunesse, de la colère, de la peur aussi, parce que c'est quand même un phénomène terrifiant, et on se rend compte la violence est complètement décomplexée, qu'il y a une déshumanisation là pour les jeunes. Les personnes à abattre sont juste des cibles. En fait, ce ne sont plus, la vie humaine n'a plus de prix pour eux. Une déresponsabilisation aussi, puisque en fait leur discours, c'est qu'ils ont fait ce qu'on leur a ordonné de faire. Donc ils n'ont pas pris la décision, donc ils ne se sentent pas responsables. Et il y a ce vide de la pensée, ce que Hannah Arendt appelait le vide de la pensée. Donc c'est absolument pas une défaillance intellectuelle, mais c'est une incapacité à se projeter. Donc cette jeunesse-là n'arrive plus, elle vit dans le moment présent, elle n'arrive plus à se projeter et à imaginer les conséquences de ses actes. Donc le seul moyen, c'est l'action, et si on leur demande d'agir, ils agissent en fait. Vous l'aurez compris, puisque nous avons entamé cette rencontre en parlant du plaisir, des livres qui font peur, du suspense, du frisson. Mais vous avez compris qu'avec nos deux invités, on va bien au-delà, parce qu'effectivement, ils nous interpellent sur la société, sur ce que nous faisons peut-être pour que cette société aille dans un sens différent. Et puis vous avez cette chance, vous qui êtes à Montaigu, c'est que vous rencontrez des auteurs dont les livres sont encore tout chauds, puisque votre livre, Joseph Massescaron, est sorti il y a peu de temps, il y a quelques semaines maintenant. Il est donc très très récent. Ça s'appelle Les Remplacés. C'est aux éditions Presse de la Cité. Puis donc Angelina Delcroix, vous aussi, le livre est tout récent, La Fabrique du Mal, que je vous recommande également. C'est aux éditions Michel Lafon. Un très grand merci à tous les deux. Bon salon, et merci à vous de votre présence.